Mon père pauvre était un homme bien, un professeur d'école qui travaillait pour l'État du Hawaï. Mon père pauvre avait de la peine pour moi. Mais mon père riche m'a dit « Félicitations, tu as perdu ta première affaire. C'est un état d'esprit. » Et il m'a dit « La plupart des entrepreneurs perdent 3 affaires. Donc au lieu de t'enfuir et de déclarer faillite, va parler à tes investisseurs. Dis-leur que tu as foiré mais que tu vas t'arranger et que tu vas les rembourser et va réparer ce sacré business. » Donc au lieu de m'enfuir et de me cacher comme certains de mes partenaires ont fait, et ce n'est pas une histoire hawaïenne de portefeuille velcro, soit dit en passant, j'ai dû faire marche arrière et chercher les erreurs que j'ai commises. Et quand mon entreprise s'est remise sur pied, j'ai commencé à rembourser mes créanciers. Et j'ai continué à les payer quand l'affaire est devenue un succès. J'ai donc appris de ma chute, plus que ce que j'ai appris durant toutes mes années à l'école. Dans la vie réelle, les gens qui commettent le plus d'erreurs sont les plus intelligents. Quand une personne lambda achète une maison, elle se dit « Oh, j'ai un patrimoine ». Mais en vérité, c'est de l'argent qui va chaque mois directement à la poche de la banque. Donc votre argent va directement à la banque ? Ce n'est pas si intelligent, vous savez. Je veux que l'argent vienne de la banque vers moi, mais à la place, il va à la banque et il est utilisé pour acheter des actions ou dans un fonds mutuel d'obligations. Et ce sont des actifs qui vont directement à Wall Street. Ce ne sont pas vos actifs, ce sont des actifs détenus par Wall Street. Et vous verrez ça sur la 3e ligne de vos dépenses. La première ligne, c'est les impôts. L'employé lambda, comme mon père pauvre, qui a un bon salaire, voit son argent partir dans les impôts et aller directement au gouvernement. C'est logique. Donc, quand vous êtes salarié, la première ligne de dépenses, c'est les impôts. La 2e ligne, c'est les intérêts des hypothèques qui vont à la banque. Et la 3e, c'est votre 401k, votre plan d'épargne retraite. Ou IRA, c'est-à-dire le plan individuel d'épargne retraite, qui vont directement à Wall Street. Regardez ce graphique appelé cadran de flux de trésorerie E et S. E pour employé et S pour entrepreneur. Ça, c'était mon père pauvre. Vous savez, le genre de personnes qui travaillent pour de l'argent. Ces gens ont des limites. Ils travaillent pour de l'argent et investissent leur propre argent. Mais de l'autre côté, il y a mon père riche. C'est le côté capitaliste. Le capitaliste utilise le travail et l'argent des autres pour devenir plus riche. De quel côté voulez-vous être ? Je préfère être capitaliste. Telle est la seule différence. Tout le décalage réside dans cet inconvénient. Étudier, ça n'importe qui peut le faire s'il le décide. La raison pour laquelle je gagne plus d'argent n'est pas le fait que j'aime ce que je fais. Parfois je fais des choses que je déteste faire afin de gagner le patrimoine que j'aime. J'aime avoir un business. Le business me permet de vivre le style de vie que je veux. Et ensuite, j'investis dans l'immobilier. C'est ce que je sais. Plus le risque est élevé, plus il nécessite de l'éducation. Le reste dépend de votre volonté d'apprendre. La plupart des gens ne l'ont pas. Ils veulent un travail, la sécurité de l'emploi, ils veulent un salaire, ils veulent un plan d'épargne. Et c'est pourquoi ils n'y arrivent pas. C'est pourquoi ils ne parviennent pas à aller de l'autre côté. Je ne dis pas que c'est bon ou mauvais, mais je ne voudrais jamais être à leur place. Je l'ai su quand j'avais votre âge. J'ai su de quel côté je voulais être. Mais plus le risque est élevé, plus la rétribution est grande. Et plus grands doivent être votre persévérance et vos efforts dans l'apprentissage et les études. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. C'est le revenu le plus coûteux en impôts. Il y a 3 sortes de revenus. Les revenus du travail, de portefeuille et les revenus passifs. Le revenu de travail, c'est le salaire d'un emploi. Si je suis médecin ou programmeur, l'argent que je touche est un revenu du travail. En revanche, si j'achète des pommes à 10 $ et que je les revends à 20, c'est un revenu de portefeuille, des gains de capitaux. Et enfin, le revenu passif, qui est les flux de trésorerie, n'est jamais taxé. Pour ceux parmi vous qui sont assez vieux pour se souvenir, 1987 n'était pas seulement une crise des subprimes. Elle a pris des épargnes entières et toute l'industrie des crédits, c'est-à-dire tout le système bancaire s'est écroulé. Les épargnes et les emprunts ont tout simplement disparu. Le marché continuait de s'effondrer et j'ai dit à Kim, oui, ça s'est passé en 87-88. Et en 1989, au summum du pessimisme abyssal, j'ai dit, oui, je deviens riche maintenant. Et comme Buffett disait toujours, achetez quand les ours sont en train de vendre. Et quand les ours finissent par abandonner, c'est à ce moment-là que vous les remplacez. On n'apprend plus ou moins rien à l'école. En effet, vous découvrirez qu'aller à l'école diminue votre aptitude à devenir riche. Ça va à l'encontre de ce que tout le monde vous dit. Allez à l'école, trouvez un emploi et vous gagnerez de l'argent. Ça a peut-être marché il y a 1000 ans, mais ça ne marche plus aujourd'hui. La première raison pour devenir entrepreneur, ce n'est pas l'argent. La première raison pour devenir entrepreneur, c'est le développement personnel. Vous apprenez à vous développer, à devenir comme une armée, à devenir pleinement tout ce que vous pouvez être. Je dis toujours la même chose que Jim. Je le dis sur Lear Capital TV et plus souvent sur Fox. Actuellement, les gens disent « je ne peux pas acheter de l'or, j'achèterai donc de l'argent, le métal ». L'argent est devenu tellement sous-évalué. Je peux acheter de l'argent à 2 $. Je peux aller au vendeur de pièces du coin
et acheter une dîme à 2 $. Une pièce de 10 centimes à 2 $. Donc n'importe qui peut acheter ce que j'appelle la monnaie réelle à la place de la fausse monnaie. En 1971, le dollar américain est devenu une fausse monnaie, quand Nixon a décidé de nous faire sortir du dollar convertible en or. Et comme je l'ai écrit dans un livre intitulé Faux, que j'ai publié en 72, j'ai franchi les lignes ennemies pour acheter mes premières pièces d'or. Le problème est que les Américains ne savent plus ce qu'était l'or. En plus, en 72, j'ai acheté mon premier Krugerrand à 50 $ à Hong Kong. Je suis devenu criminel quand je l'ai fait entrer clandestinement aux États-Unis, parce que c'est illégal aux Américains de posséder de l'or. Dieu merci, en 74-75, c'est redevenu légal. Ce Krugerrand que j'ai acheté à 50 $ à l'époque vaut aujourd'hui 1500 $. Alors, qui est le plus intelligent? Le mec qui a épargné des billets ou le mec qui a épargné de l'or? Et l'argent, le métal, est dans la même catégorie, il vaut à peu près 15 $. Donc les gens qui disent qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter de l'or ou de l'argent, je ne sais pas dans quelle grotte ils vivent. Chris Duhon l'a dit, quand les gens demandent qu'est-ce qu'on peut faire, n'importe qui peut acheter de l'argent, maintenant. Les prix sont à la baisse actuellement, c'est une bonne nouvelle. Ça vaut moins de 20 $, tout le monde en a les moyens, mais encore, seulement 2% le feraient. C'est la plus grande opportunité de l'histoire, et c'est aussi la pire période de l'histoire. Ce que vous en faites ne dépend que de vous. L'espoir est le propre des gens désespérés, seule l'activité compte.